comme le veut l'usage, mais j'y sacrifie volontiers, quelques mots sur le conférencier que j'ai eu déjà l'opportunité de rencontrer il y a peu dans un cadre plus particulièrement convivial. Alors vous êtes ancien élève de l'école Audencia, qui à l'époque était donc l'école supérieure de commerce de Nantes, et qui depuis est devenue une école de management dont on connaît la réputation aujourd'hui et dont le directeur actuel a joué quelques rôles dans l'affirmation des sciences de gestion dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous avez, aux sorties de l'école, développer un plan de carrière dont je ne sais s'il était prémédité, mais qui, en tout cas, s'avère particulièrement évocateur, tant vous avez occupé de postes de haute responsabilité, ces postes étant tous liés directement, très directement, avec le tourisme. Vous avez été directeur général des activités tourisme au sein du groupe Pierre et Vacances. Vous avez été président et directeur général de Chorus, puis de Jet Tour. Et dans ces fonctions, cela mérite aussi d'être souligné, vous avez connu une certaine durée, une durée certaine, près de 20 ans. 18, voilà, près d'eux, ça permettait d'être dans les purs, dans votre première responsabilité, et une dizaine d'années dans les secondes. Vous êtes, et vous nous en parlerez sans doute tout à l'heure, président d'Interface Tourisme depuis 1996. Et c'est une société de conseil. Et pour celles ou ceux qui ont la curiosité d'aller sur Internet, on découvre des activités extrêmement riches et un périmètre d'intervention qui ne l'est pas moins. Alors, ce type de fonction, ce type de parcours se suffit à lui-même, mais pas pour vous. Vous avez pris des responsabilités dont je ne dirais pas qu'elles sont annexes, mais ce sont des responsabilités de deux ordres. L'une que j'évoquerai rapidement, vous avez eu des responsabilités au sein de divers syndicats professionnels, le syndicat national des agences de voyage, la fédération des industries hôtelières. Vous avez été également vice-président d'International Federation of Tour Operating. Bref, j'ai pris mon élan. Vous avez aussi joué au plan professionnel un rôle important. Et je gardais pour la fin le fait que vous avez été un collègue. Vous avez été un collègue à l'université de Marne-la-Vallée, où vous avez été professeur associé, et un professeur associé particulièrement actif, puisque vous avez porté et fait éclore la filière tourisme au sein de l'université. Vous avez été précurseur de ce point de vue, et vous avez, de ce point de vue, initié le projet d'IFRIS aujourd'hui. Vous aviez, à l'époque, il s'agissait d'IUP, puis l'IUP s'est transformé en master, et sur l'architecture de ces formations, vous avez par conséquent peser, mais au bon sens du terme, pour que les virages institutionnels soient opérés de la meilleure façon. Bref, vous le voyez, nous avons aujourd'hui quelqu'un qui nous apporte une expérience qui est multiple, et je ne doute pas que son parcours vous permette d'imaginer votre propre projet de vie le moment venu. En tout cas, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous allons vous écouter maintenant, et je cède la parole, non pas tout de suite à vous, mais à Nathalie. Merci.
Bien, comme le veut la tradition, donc je vais faire une petite introduction sur le thème tourisme et mondialisation. Donc la mondialisation est l'accélération du développement de l'activité économique à l'échelle internationale. Tout est dans le mot accélération. Elle a débuté dans les années 80 et doit être comprise au sens de rupture de rythme, d'échelle et d'envergure. Désormais, tout circule. Les biens, les capitaux, les services, les entreprises, les individus, les idées. Tout circule plus ou moins simultanément, plus ou moins virtuellement, puisque la dématérialisation est désormais un standard, ainsi que son corollaire, l'immédiateté. Comment en sommes-nous arrivés là? Grâce à quelques éléments facilitateurs, les déréglementations, les ruptures politiques, les mouvements de régionalisation et bien entendu le progrès technologique. Ces progrès se sont manifestés dans les transports et dans la généralisation des technologies de l'information et de la communication. De ce point de vue, la mondialisation est en totale continuité avec la première révolution industrielle qui en son temps a offert une réduction des distances et une relecture des hiérarchies régionales. En fait, le tourisme est le produit de la mondialisation. C'est ce qu'on peut appeler la mondialisation du tourisme. Le tourisme est aussi producteur de mondialisation. C'est le tourisme dans la mondialisation. La mondialisation du tourisme marque probablement ce que l'équipe MIT, Mobilité, Itinéraire et Territoire de Paris 7, qualifie d'achèvement de la conquête touristique du monde. Elle nous amène à considérer deux choses. Premièrement, la mondialisation des voyages. Les statistiques internationales sur le tourisme nous prédisent 1,6 milliard de touristes internationaux en 2020, c'est-à-dire presque demain. Il y en avait 25 millions en 1950. Le tourisme est donc mondialisé parce que les mobilités permettent de fréquenter le monde sans rencontrer beaucoup d'entraves. La mise en tourisme du monde n'est cependant pas universelle. Les arrivées de touristes se font majoritairement au sein des pays développés. On observe toutefois l'émergence de l'Asie et l'importance du tourisme intra-asiatique, ce qui amène à faire un lien incontournable entre le niveau de développement économique d'un pays et la capacité à voyager de ses résidents. À cette mondialisation des voyages, il faut ajouter la mondialisation du secteur touristique. Pour nombre d'entreprises, dans les transports, dans l'hôtellerie, le tour operating, pour ne citer que certains, la mondialisation permet de repousser les limites du marché, d'adopter des stratégies de rationalisation ou bien de mise en valeur de ressources rares. C'est aussi la possibilité de changer de modèle économique en adoptant le low cost ou la désintermédiation. Venons-en maintenant au tourisme dans la mondialisation. Le tourisme en tant que phénomène social, surtout depuis la généralisation des congés payés, produit et diffuse des normes, des valeurs, des lieux, des imaginaires. Il s'agit alors de questionner les pratiques des touristes, leurs attentes, leurs stratégies. Il s'agit surtout de comprendre comment les lieux se positionnent dans la dynamique mondiale et quelle place ils entendent occuper. C'est dans ce contexte précis de l'intégration au monde par le tourisme que l'enjeu de l'attractivité se pose, en particulier pour nos destinations qui doivent affronter la concurrence des lieux existants et celle des lieux nouvellement mis en tourisme. Pour un pays comme la France, c'est un réel challenge. Le maintien en tourisme du pays passe par la production de modèles touristiques innovants. Il passe nécessairement par le renouvellement de l'accueil touristique, plus axé sur l'expérience, le partage et l'émotion. Il passe enfin par une mise en valeur raisonnée des actifs territoriaux, une mise en réseau des acteurs et le choix d'une gouvernance adaptée. On l'aura compris, il s'agit moins d'uniformiser que de se différencier de préférence par le haut et par le sens. Comme le soulignent Vincent Coeffet, Hélène Pébart et Philippe Violier, la mondialisation ouvre la possibilité pour les sociétés de se comparer entre elles en appartenant au même espace monde. Loin d'être anxiogène, la mondialisation devrait être stimulante, non ? Ça marche. Bien, bonsoir. Je vous prie de m'excuser à nouveau, comme ça a été précisé, j'ai eu quelques petits problèmes pour venir jusqu'ici. J'ai mis un peu plus d'une heure et demie, mais ça doit être malheureusement pas tout à fait inhabituel. Mais enfin bon, je suis là. Merci beaucoup pour les quelques mots très sympathiques que vous avez adressés à mon égard. Et il est vrai, et c'est les seules choses que je tiendrai à vous dire, que depuis que j'ai été étudiant, le tourisme a été pour moi l'élément majeur de ma manière de vivre, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Et donc, comme j'ai maintenant un certain nombre d'années, il est clair que tout ceci a généré quelques expériences, outre mes expériences professionnelles, et que donc
je regarde cette activité particulière qui s'appelle le tourisme avec un certain recul, et ça me permet peut-être de vous livrer quelques réflexions sur le domaine donc, qui est le sujet de ce soir. Nathalie vient de vous donner d'une manière, comme toujours, très experte, des notions, d'économiste sur la mondialisation du tourisme. Et le tourisme, moi je serais beaucoup plus un professionnel du tourisme qui va vous parler de la mondialisation du tourisme. Et pour ce faire, je dirais que déjà dans un premier temps, le tourisme presque avant que la mondialisation, que tu dates, si j'ai bien compris, de 1980, a toujours été, en fait, le tourisme a toujours été mondialisé, puisque par définition, le tourisme, c'est le monde, c'est voyager, c'est se rendre, c'est bouger, c'est la mobilité dans cet endroit qui s'appelle la planète Terre. Donc, par définition, la mondialisation ne pouvait pas ignorer le tourisme. Si nous voulons revenir maintenant plutôt au tourisme, alors d'abord, voilà un petit peu le contenu de notre séance. Après vous avoir fait un petit peu un point historique un peu rapide, je vous parlerai des touristes pour savoir d'où ils viennent et où ils vont, parce que c'est quand même là aussi l'intérêt de voir l'évolution de ce phénomène. Et pourquoi voyagent-ils ces gens-là? Donc il faut peut-être revenir un petit peu sur les motivations. Ensuite, les raisons du boom touristique, parce que ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont conditionné, qui ont facilité ce développement du tourisme. Ensuite, puisque quand on parle de mondialisation, très régulièrement, vous le voyez dans la presse, dans les médias, on parle tout de suite, surtout en France, puisqu'on a peur de la mondialisation, on parle délocalisation, avec tout de suite une sorte d'élément de rejet, en disant « Oh là là, la mondialisation génère la délocalisation ». Et on dit « Heureusement, il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas de délocalisation ». Ben, nous verrons que ce n'est pas tout à fait vrai, puisque le tourisme peut être également délocalisable d'une manière surprenante. Et puis enfin, on va peut-être, je vous donnerai quelques éléments sur l'intérêt que présente cette activité, non pas, enfin aujourd'hui bien entendu, mais surtout, et surtout pour les jeunes qui sont dans cette salle, demain, puisque si j'ai bien compris, un grand nombre d'entre vous pourraient se destiner à ces carrières dans le domaine du tourisme. Donc, commençons par un peu d'histoire. En fait, le tourisme, sous sa forme actuelle, puisqu'on ne va pas remonter à des périodes plus lointaines, est quand même relativement ancien, puisqu'on peut situer vraiment le début d'une certaine forme de tourisme il y a environ 150 ans, avec deux phénomènes qui, en fait, se sont, au départ, été touchés des clientèles très différentes, enfin des clientèles ou des populations assez différentes, voire même assez opposées sur le plan de leur positionnement socio-économique, mais qui, quelque part, se sont rejointes au bout d'un certain temps. Il est clair que le tourisme des années, disons, de l'époque de Napoléon III, c'est-à-dire au début du chemin de fer, au début de la création des stations balnéaires. Vous savez que Biarritz a été créé par Napoléon III, que le duc de Morny a créé Deauville, qu'un certain nombre de stations, y compris des stations de thermalisme, se sont créées à cette époque-là. Et donc, c'était réservé évidemment à une clientèle extrêmement huppée, aristocratique pour une bonne partie, disposant de moyens importants, et donc utilisant pour des séjours de villégiature et souvent d'être entre eux et souvent ayant alors des vocations, disons des désirs mondains. C'est vrai que dans les stations thermales, par exemple, il y avait des casinos, il y avait beaucoup de choses comme ça. Donc en fait, on avait pour le tourisme de villégiature, c'était entre eux qu'ils se retrouvaient. Et puis le train a amené également le tourisme d'itinérance, mais là encore à des niveaux très élevés au niveau qualitatif, avec des voyages à découverte de Venise, etc. etc. Ça, c'est donc cette première type de clientèle qui a commencé à activer donc, le tourisme. Mais de l'autre côté, on a assisté à des choses tout à fait amusantes. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais juste un petit peu vous donner quelques éléments sur ce point. En Angleterre, vous avez certainement entendu parler, sans savoir qui c'était, j'imagine, de Thomas Cook. Il y a même une marque bien connue dans le domaine du tourisme. Eh bien, cet artisan charpentier, qui voulait être à un moment d'ailleurs pasteur, c'était dans les Midlands,
Et il avait une vision un jour, en faisant une promenade un dimanche. Il s'était dit, mais toutes les personnes de mon niveau, de ma qualité socio-économique, c'est-à-dire des gens qui étaient plutôt des gens sans beaucoup de revenus et des ouvriers qui n'avaient que le dimanche comme jour de repos, souvent ce dimanche était consacré même pas à Dieu, qui était, et lui étant un futur, ou en tout cas souhaitant devenir clergyman, c'était ce qu'il aurait souhaité, mais ça donnait à des boissons alcoolisées. Donc il s'est dit, il faut essayer de les sauver de cette attitude qui n'est pas tout à fait chrétienne. Et donc il a dit, mais pourquoi ne les emmènerais-je pas à faire des découvertes à pied et en carriole, enfin tout moyen de transport, pour découvrir un peu notre environnement. Et dès 1841, il a organisé un premier voyage, une première excursion sur environ 12 000, et il a emmené 500 personnes, alors carriole, etc. Il les faisait payer 1 shilling, et il leur faisait découvrir des endroits qu'ils ne connaissaient pas, puisque vous savez qu'à l'époque, on vivait vraiment d'une manière très rétrécie à l'endroit où on vivait et travaillait. Et puis, comme il a eu un certain succès, eh bien, il s'est dit, je vais donc continuer. Dès l'année suivante, il avait 3 programmes sur des villes comme Birmingham, comme d'autres villes de la région. 10 ans après, en 1851, il emmenait 150 000 personnes à Londres pour l'exposition universelle. Donc c'était le début déjà d'une activité touristique. Après, en 1867, il les a emmenés à Paris. En 1868, il a inventé le voucher, pour ceux qui connaissent un peu le tourisme, c'est-à-dire cet élément qui permet de donner une prestation à partir d'un document. Simultanément, il a également inventé le traveller check, et il a commencé à utiliser le télégraphe pour faire des réservations quand il n'était pas capable de pouvoir les faire autrement. Ensuite, en 1869, il a emmené ses premiers clients en Égypte. Il a ouvert ce qu'on appelle un réceptif en Égypte. En 1872, il a organisé son premier tour du monde, qui durait 200 jours. Donc vous voyez qu'il était quand même plein d'idées, ce brave Thomas. En 1881, il a fait son premier, parce qu'il avait écrit également, il faisait des guides, et il avait aussi une revue qui s'appelait Excursionniste. Et en 1881, pour la première fois, il a traduit en français. C'est également, il avait des brochures. C'est la première fois en 1881 qu'il mettait des photos dans ses brochures. Il y a le premier concurrent qui s'est créé, et là aussi, je crois que le nom va vous dire quelque chose. Il s'agissait des Wagons-Lits, société belge, qui donc est devenu son premier concurrent. En 1919, juste après la guerre, il a fait son premier programme de voyage aérien. Et en 1928, Wagons-Lits et Thomas Cook ont fusionné. Bon, progressivement, donc, comme vous voyez, donc après, je n'ai pas continué après 1828, mais on voit bien que d'un côté, on a eu un tourisme qui était de nature un peu populaire, finalement, et de l'autre côté, on avait un tourisme plutôt aristocratique. Mais les deux se sont réunis. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a cette clientèle intermédiaire qui est venue un peu colmater le centre. Et ces programmes, tout ceci, a généré des clientèles qui venaient un petit peu des deux côtés. Donc on voit bien que historiquement, le tourisme a eu un effet depuis 150 ans d'ouverture sur le monde. Si maintenant on regarde où nous en sommes aujourd'hui, en 2012, on a franchi le plus du milliard de touristes par an. Vous savez que la définition de l'OMT pour le touriste, c'est quelqu'un qui s'est déplacé et qui a passé une nuit en dehors de chez lui. Là, je parle d'1 milliard de touristes internationaux. C'est-à-dire que cette nuitée a été passée en dehors du pays dans lequel il vit habituellement. Souvenons-nous qu'en 1950, c'est pas si lointain que cela, eh bien, il y en avait 40 fois moins. Nous avions, en 1950, environ 25 millions de touristes. Et il y a 20 ans, il y en avait environ 2 fois moins. Il y avait 471 millions de touristes internationaux. Donc, on est bien devant un phénomène d'évolution. Et ce qui est très intéressant, c'est que, quelles que soient les périodes de crise que nous ayons subies,
on rattrape toujours après les crises. C'est-à-dire que finalement, les courbes de progression sur la durée sont à peu près conformes à toutes les prévisions qui ont été faites. Ça, c'est donc pour les touristes internationaux. Mais sachez que, grosso modo, pour un touriste international, il y a 5 touristes nationaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'en 2012, on a eu environ 5 milliards de touristes nationaux et donc 6 milliards de touristes au total. Et on prévoit que dans 5 ans, on devrait avoir autant de touristes nationaux ou internationaux que la population de la Terre. Donc on est face à un vrai phénomène d'ampleur. C'est pas quelque chose, c'est pas une consommation marginale. Alors, le tourisme mondial aujourd'hui, direct et indirect, représente quand même environ 6,6 milliards de dollars d'activité. 260 millions d'emplois, donc environ un emploi sur 11 dans le monde. 9% du GDP mondial, c'est donc considérable, et 5% des investissements. Et si l'on considère ce qui, évidemment, est une des choses qui est les plus importantes maintenant, c'est-à-dire les services, eh bien, ça correspond à 30% des exportations de services dans le monde. Donc on voit bien qu'en quelques années, le tourisme est devenu vraiment un secteur extrêmement important au plan mondial. Voyons maintenant, si vous voulez bien, le problème des touristes eux-mêmes. Je parle de touristes internationaux, et d'avoir une vision plus précise de d'où viennent ces touristes et où vont-ils. Alors, si on regarde les destinations, ce qui est très intéressant à noter, c'est, je dirais, l'évolution de ces destinations, enfin, le nombre de destinations qui est de plus en plus important. En 1950, les 10 premières destinations dans lesquelles se rendaient des touristes internationaux représentaient 88% de tous les touristes. Donc ça veut dire que les 12% restants étaient pour les 190 autres pays, donc très faibles. 30 ans après, en 1980, toujours les 10 premières destinations ne représentaient plus que 60%. Et si nous nous situons en 2012, donc maintenant, dirais-je, ces 10 premières destinations ne représentent plus que 40%. Ça veut dire qu'on a bien vu que les 10 plus importantes destinations en matière de tourisme international ne représentent même pas la moitié de tout le tourisme dans le monde, toutes les destinations touristiques. Si on regarde maintenant dans le cadre des pays émetteurs, donc d'où viennent les touristes, en 1990, je ne remonte pas aussi loin, mais en 1990, les 10 premiers marchés représentaient 67% de la totalité des pays émetteurs. Et maintenant, en 2012, ce n'est plus que 46%. Donc on voit même phénomène, c'est-à-dire qu'en fait, le monde, en dehors des plus importants, commence à prendre de plus en plus une part de cette activité qui s'appelle le tourisme. Je vais prendre 2 exemples par ailleurs de destinations. En Chine, alors la Chine, on en parle de plus en plus depuis qu'elle est ouverte et qu'elle sachez quand même que c'est le premier, je vais en parler dans quelques secondes. En 1990, c'était le 7e pays émetteur, avec un chiffre d'affaires, ou du moins des dépenses, qui déjà étaient supérieurs à 10,3 milliards de dollars par an. Mais en 2012, donc un peu plus de 10 ans après, la Chine est le premier émetteur, avec plus de 100 milliards dépensés. Donc on se rend compte de la rapidité à laquelle la Chine est devenue un marché exceptionnel. Et c'est la raison pour laquelle, vous le savez tous, tout le monde pense à la Chine comme étant un pays dans lequel il faut essayer d'aller faire de la promotion parce que, finalement, c'est des grands voyageurs et de plus en plus. La Russie, en 1990, c'était le 12e émetteur avec 5 milliards de dollars. Et maintenant, en 2012, c'est le 5e, donc une progression dans le classement, avec près de 10 fois plus, puisque 43 milliards de dollars dépensés par les Russes annuellement dans leur voyage à l'étranger. Donc, si on peut conclure sur cette partie, il y a 50 ans, un petit nombre de pays
envoyait des touristes dans un tout petit nombre de destinations. C'était un peu, nous étions entre nous. Il y a 20 à 25 ans, un petit nombre de pays, toujours, envoyaient des touristes dans un plus grand nombre, voire même un grand nombre de pays. Maintenant, on peut dire qu'un grand nombre de pays envoient des touristes dans un grand nombre de pays. Donc on voit bien cet effet de mondialisation. Et bien demain, on dira que tous les pays envoient des clients dans tous les pays. Et ça, on le ressent très bien. Des petits pays, des pays qui ne présentaient pas beaucoup d'intérêt, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont une classe sociale d'un bon niveau qui est prêt à voyager dans beaucoup de pays. Et donc, on s'adresse, on va faire de la promotion chez eux et on commence donc à se rendre compte que tous les pays, en fait, présentent un intérêt au niveau de l'export. Et de l'autre côté, tous les pays s'intéressent au tourisme comme produit de développement de leurs activités. Alors, voyager, c'est bien, le terme générique, mais pourquoi faire? Pourquoi voyage-t-on? Alors, si on reprend historiquement, il est clair que le tourisme, il y avait un certain nombre de phénomènes qui généraient l'envie de faire du tourisme. Il y a toujours eu un tourisme religieux. C'était les pèlerinages. Sachez, par exemple, qu'en France, une ville comme Lourdes est quand même une des premières villes touristiques françaises depuis toujours. Et l'aéroport de Lourdes, qui dessert Lourdes, Pau, est un grand aéroport qui est lié essentiellement au problème des pèlerinages. Tourisme de santé. J'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est pas sans importance, le thermalisme en France a beaucoup changé, mais il y a pas mal d'années, le thermalisme était très important. Il y avait plus de 40 stations thermales en France. Et il servait, je l'ai dit tout à l'heure, à une série de personnes qui venaient prendre les eaux, comme on disait à l'époque, pour soigner un certain nombre de maladies, mais également, par exemple, les coloniaux, les gens qui travaillaient, les Français qui allaient dans les colonies, revenaient, alors par des moyens de transport relativement longs, comme vous pouvez l'imaginer, et ils allaient prendre les eaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils venaient dans ces stations thermales pour se remettre en forme, parce que dans les pays dans lesquels ils se trouvaient, ils avaient pu contracter un certain nombre de maladies ou de déficiences, et donc c'était un moyen, tout en ayant des activités culturelles et mondaines, de pouvoir se soigner. Donc le tourisme de santé, quelque part, a existé. Sachez également que la ville de Hyères-les-Palmiers, par exemple, qui maintenant est une ville touristique, ça a été avant tout pour soigner la tuberculose. Parce que la tuberculose se soigne par le soleil. Et en fait, la ville de Hyères était une ville où il y avait des sanatoriums qui sont devenus des hôtels. Parce que, là encore, la santé était un élément moteur dans les déplacements et donc dans le tourisme de santé de l'époque. Le tourisme événementiel et culturel. Donc, événements, je parlais tout à l'heure des expositions universelles. Culturel, on peut imaginer que, en particulier, les personnes qui avaient quelques moyens souhaitaient aller découvrir le monde, découvrir les richesses patrimoniales qui pouvaient exister dans les différents pays dans lesquels ils pouvaient se rendre. Et donc, tourisme mondain, j'évoquais ça tout à l'heure. Alors, en fait, le tournant, en dehors de ce que j'expliquais sur Thomas Cook, en tout cas en France, était lié essentiellement avec les congés payés. Et dans les pays du Nord de l'Europe, c'était ce qu'on appelle l'héliotropisme, c'est-à-dire la recherche du soleil, qui est devenu, alors que, quand même pour ceux qui ne le savent pas, le soleil, au début du siècle dernier, était plutôt quelque chose que l'on ne souhaitait pas s'y exposer, puisque par définition, les personnes qui étaient bronzées, c'était des gens de basse catégorie, c'était des agriculteurs tout particulièrement, et donc le bronzage n'était absolument pas ce qu'il est devenu. Donc l'héliotropisme est devenu quelque chose après la guerre tout particulièrement, où les peuples du Nord, comme en France, on recherchait le soleil, et pour certains pays, eh bien, le soleil n'étant pas leur élément principal, eh bien, on l'a cherché, et avec le développement du tourisme, on a pu aller le chercher de plus en plus loin.
Repos détente, là encore, rappelons-nous que les congés payés, c'était là pour reconstituer la force de travail, quelque part, et le tourisme en était un élément. Le tourisme de détente et de repos. Et puis, les visites culturelles, alors nous savons en particulier qu'en France, même si c'est de temps en temps un alibi, mais la culture est un élément souvent moteur dans le domaine de la recherche de la destination touristique. Alors maintenant, si on voit l'évolution de tout ça, on se rend compte qu'en 2013, eh bien, on n'est plus devant un certain nombre d'éléments de motivation, mais on a un nombre extrêmement important. On considère qu'il y a environ 300 typologies de thématiques qui sont à l'origine de la vocation, de la motivation pour faire du tourisme. Je vais en citer quelques-unes. Évidemment, les activités sportives sont de plus en plus importantes. Maintenant, on se déplace, que ce soit en Algarve, que ce soit à l'île Maurice, pour aller pratiquer du golf, par exemple, ou au Maroc. On fait du trekking. On fait du trekking parce qu'il y a le tourisme de nature, mais de nature un peu vierge, est devenu une recherche, d'autant plus que nous vivons de plus en plus dans des climats urbains, donc on recherche toujours le contraire de ce que l'on a. Le ski en montagne, qui existait que d'une manière extrêmement limitée avant-guerre. Les croisières. Alors les croisières, je n'ai pas évoqué tout à l'heure quand j'évoquais donc ces premières catégories de touristes aristocratiques et riches. Ils faisaient déjà des croisières. Mais maintenant, la croisière s'est complètement développée. On arrive maintenant à ce que le bateau de croisière soit en fait un club de vacances itinérant, avec tout ce que ça peut comporter. Le bien-être, le spa. Alors nous, on avait inventé la thalassothérapie il y a maintenant quelques temps, après ce que je vous ai évoqué tout à l'heure en parlant du thermalisme. Mais et en particulier à partir de l'Asie, le spa et le bien-être est devenu maintenant un élément moteur dans un grand nombre de produits touristiques. La santé et l'esthétique, alors c'est très intéressant, ça ne touche pas tellement les Français, pour des raisons que vous allez tout de suite comprendre. Avec notre sécurité sociale, on ne pense pas toujours à ça. Mais dans de nombreux pays, le tourisme médical, aussi bien dentaire que esthétique, replanter les cheveux ou plein de choses, existe. Mais ça va même beaucoup plus loin. Dans un certain nombre de pays, je pense en Thaïlande, on peut faire des opérations chirurgicales lourdes et à des prix qui n'ont rien à voir. Alors pour des pays qui n'ont pas les assurances sociales comme nous avons, ça peut devenir une motivation principale dans le domaine du tourisme. Le tourisme des jeux. Alors c'est intéressant, sachez par exemple que les Asiatiques, qui sont des joueurs invétérés, on est allé jusqu'à faire, par exemple au départ de Singapour, des bateaux de croisière qui en fait allaient faire des ronds dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils sortaient du port, ils allaient jusqu'aux limites des eaux territoriales, et là, hop, on changeait tout, et c'était devenu un grand casino. Et il n'y avait que des Chinois qui jouaient, mais à quelques dizaines de kilomètres de Singapour, et après avoir joué 3 jours, ils revenaient à Singapour. Donc c'était plutôt une manière de pouvoir aller jouer d'une manière légale dans des endroits où le jeu était proscrit. Le shopping, maintenant, c'est devenu les malls. Sont devenus des éléments... Alors, ça ne touche pas tellement les Français, là encore. Mais les Anglo-Saxons sont devenus des personnes extrêmement, intéressées par le shopping. Vous avez des destinations comme ce qu'on appelle dans les destinations du Golfe, comme Dubaï, vous avez des shopping festivals. C'est-à-dire que pendant une période de temps, vous allez avoir ce qu'on appellera des soldes, si vous voulez, mais qui sont vraiment pour attirer des touristes. Le tourisme d'affaires... c'est devenu aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire que le tourisme permet de développer des affaires. Alors, je ne parle pas du business, mais par exemple, par le biais de lancement de produits, par le biais de récompense de ses meilleurs clients ou de ses meilleurs vendeurs. Enfin, tout ça, tout le tourisme d'affaires, plus le tourisme de congrès, est devenu un élément très, très important également. Nous ne sommes pas très loin d'un parc de loisirs de grande importance. Eh bien, là encore, c'est devenu, dans le monde entier, un élément très, très important. Je donnerai encore un autre élément qui me semble important, qui sont ce qu'on appelle les VFR, Visitors, Friends and Relatives, c'est-à-dire le tourisme qui est lié
en fait, à la visite que l'on va faire, soit à des parents, soit à des relations. Or, comme aujourd'hui, il y a une mondialisation je dirais, des emplois, et qu'il y a beaucoup d'expatriés, lorsque vous avez un cousin qui est expatrié en Australie, ça peut vous donner l'envie d'aller retrouver votre cousin, et donc, en fait, vous devenez un touriste qui viendra non pas pour des raisons touristiques basiques, mais parce que vous voulez aller voir ou revoir votre famille ou vos amis dans un endroit du monde. Donc, on voit bien que ça devient extrêmement large. Je n'ai pas situé toutes les 300 thématiques, mais il y a aussi des choses encore plus étonnantes. Vous avez, par exemple, le tourisme des gens qui veulent aller voir des volcans. Et ne voir que des volcans. Et vous avez des programmes où vous allez voir toute une série de volcans. Vous pouvez être intéressé par les papillons. Et vous avez des tours opérateurs qui vont vous faire des programmes pour aller voir des papillons. Vous avez, moi j'ai rencontré, c'est une anecdote, mais un jour, il y a quelques années, dans la gare de Haiphong au Vietnam, je vois dans le fond un certain nombre de Français que j'ai reconnus comme étant des Français assez rapidement quand je les ai entendus parler, et je les ai vus qui s'intéressaient à une machine à vapeur. Je me suis approché, j'ai parlé avec eux, et j'ai appris que ces gens-là étaient des fous furieux des machines à vapeur dans le monde. Et le Vietnam est un des pays où il y en a le plus. Donc ils allaient voir, mais 3 fois par an, des machines à vapeur dans le monde. Ils les appelaient par leur prénom, quasiment, parce qu'ils connaissaient la BB 2000, je ne sais pas combien, etc. Donc on voit bien, et d'ailleurs, sachez qu'il y a 3 revues mensuelles en France sur les amateurs de train. Donc comme quoi, on a des gens qui ont des thématiques ou des envies ou des désirs très particuliers, et le tourisme arrive à satisfaire tout ça. Mais vous avez même des choses beaucoup plus morbides. Vous avez des tourismes dits de géopolitique qui vont sur les théâtres de guerre et qui emmènent des touristes. J'en connais un en France. Il fait ça d'une manière assez discrète, mais c'est quand même surprenant. Donc vous voyez bien que les thématiques sont nombreuses, sont très importantes et touchent à peu près toutes les particularismes que peuvent avoir dans leur tête nos congénères, français ou autres. Alors maintenant, si on essaie de voir les raisons pour lesquelles, les raisons externes pour lesquelles, en dehors donc des motivations, il y a eu un développement touristique mondial aussi important. Sachez que si nous sommes à 1,1 milliard de touristes internationaux, on prévoit en 2020 d'en avoir 1,3 milliard et en 2030 1,8 milliard. Donc on n'est pas devant un plafonnement, nous ne sommes pas devant une asymptote dans le cadre du développement du tourisme. Vous avez donc eu raison, pour la plupart d'entre vous, de choisir le tourisme. Au moins, il n'y aura pas de chômage. En tout cas, pour ceux qui épouseront les bons métiers dans l'intérieur de ce secteur. Alors, les raisons principales, d'abord, il y a le transport. Parce qu'évidemment, mobilité. Donc, si vous avez plus de facilité dans le domaine du transport, par voie de conséquence, vous avez plus de possibilités de vous déplacer et à moindre prix. Ça a été le cas du transport aérien, par l'arrivée de ces très gros porteurs, des charters, etc., des low cost. Donc on a évidemment, par le développement du tourisme aérien, un développement du tourisme. Mais je dirais qu'également, le développement du tourisme génère le développement du tourisme aérien. Donc finalement, on voit bien que ces deux phénomènes vont de pair, mais accroissent évidemment les possibilités. Libéralisation des voyages. Quand je parlais de la Chine tout à l'heure, la Chine, il y a à peine 10 ans, 12 ans, il n'y avait pas de touristes extérieurs, sauf ceux qui partaient officiellement pour soi-disant des missions, qui étaient souvent d'ailleurs, je dirais presque du tourisme d'affaires, parce que c'était du tourisme de récompense, souvent pour des politiques. Mais tout ceci, ou bien entendu ce qui s'est passé avec la fin du mur de Berlin, et donc la possibilité pour toutes les personnes de ces pays de pouvoir voyager, eh bien, ça a été, et pour eux en plus, un bol d'air extraordinaire et un désir extrêmement important d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Bon, l'évolution économique des pays émergents, on parle du tourisme du Brésil, bon, c'est clair qu'il y a quelques années on n'en parlait pas, du Mexique. Évidemment, quand on voit des pays nouveaux comme les pays du Golfe, qui sont également des pays qui développent et qui génèrent un grand nombre de touristes internationaux. Le désir et je dirais le développement de la mobilité. La mobilité, elle n'est pas uniquement par le fait qu'on bouge, c'est aussi par le fait qu'on a des éléments qui nous permettent de bouger.
Je parlerai du téléphone, mais pas du téléphone première génération, ni du téléphone portable, mais je parlerai maintenant du smartphone. Il y en a 500 millions de smartphones, 50 millions de plus par an. La tablette, on est à 300 millions de tablettes. Alors tout ceci nous permet de pouvoir vaquer à nos occupations tout en n'étant plus à l'endroit où on réside, ou même l'endroit où on travaille. Donc tout ceci facilite la mobilité, et la mobilité, c'est l'apanage principal du voyageur. L'évolution des technologies sur les réservations. Alors, bien entendu, les outils que je viens d'évoquer permettent en plus, par le biais d'Internet, de pouvoir avoir accès à des informations et également à des réservations. De plus en plus, par la intermédiation, on se rend compte que de plus en plus, ces personnes peuvent, à partir de leurs outils, faire leurs propres réservations. Et par ailleurs, l'évolution de la communication sous toutes ses formes, entre autres la télévision et Internet, les télévisions par Internet, etc., permet quasiment à tous les individus dans le monde de pouvoir voir des choses qui les intéressent et donc de susciter un intérêt. Et à partir de cet intérêt, bien évidemment, dès qu'ils en ont les possibilités, de pouvoir voyager et se rendre dans des pays étrangers. Alors, maintenant, venons à ce point que j'évoquais tout à l'heure. Quand on parle souvent de mondialisation, le corollaire négatif, c'est la délocalisation. Oh là là, on va délocaliser, etc. On en parle plus que mesurément depuis longtemps. Alors, en première approche, ce que j'ai dit tout à l'heure, comment le tourisme n'est pas délocalisable. Quand on va dans un endroit, il y a un hôtel, on n'enlève pas l'hôtel, on ne va pas le mettre ailleurs. On va voir le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, on ne va pas le bouger non plus. On va voir on va, je sais pas, se baigner sur la Côte d'Azur. Là aussi, on ne va pas se délocaliser de cette manière-là. Alors, je pense qu'il faut quand même être un tout petit peu plus, regarder ça d'un peu plus près. Et je crois que la réalité n'est pas tout à fait celle-là. D'abord, il y a d'abord ce qu'on appellera des fuites. C'est-à-dire que par rapport à la recette qui sont payées par le touriste, eh bien, il y a toute une série de choses qui ne revient pas automatiquement dans le pays dans lequel se situe la consommation. Alors d'abord, il y a le transport, une partie du transport, et entre autres le transport aérien, il n'est pas dans le pays dans lequel on va. Il vient souvent du pays dans lequel on vient de partir. Les marges de commercialisation, un tour opérateur, il est dans le pays émetteur, et donc dans le pays émetteur, il va prendre 20%, 25%, 30% de la totalité du package. Donc là encore, ce n'est pas dans ce domaine. Quand il s'agit d'hôtellerie, par exemple, tout ce qui est l'approvisionnement, particulièrement s'il s'agit d'hôtels internationaux, il est mondialisé. Donc en fait, très souvent, il y a une partie de l'approvisionnement qui n'est pas du tout payée dans le pays d'origine. Les salaires des expatriés, il y a de plus en plus d'expatriés dans tout ce domaine du tourisme. Par voie de conséquence, des expatriés, et ce n'est pas uniquement expatriés haut de gamme. Je vois par exemple, je suis rentré hier matin du Qatar. Dans les hôtels, c'est 95% d'expatriés venant des pays asiatiques et qui renvoient leur argent au centime près dans leur pays d'origine. Donc c'est également un mouvement de capitaux qui fait que ça ne profite pas aux pays dans lesquels s'est située la consommation. Et puis dans les investissements, là aussi, on se rend compte qu'une grande partie des investissements sont faits à partir d'importations. Pascal Lamy disait d'ailleurs récemment, il y a 30 ans, il fallait pour réaliser 100 importer 10 dans les services. Et maintenant, c'est 40. Donc on voit bien qu'il y a une partie importante de la recette finale qui, en fait, ne profite pas aux pays dans lesquels s'est située la consommation. Alors, ça, c'est un premier point. Alors, ça peut aller beaucoup plus loin, même, parce que je vais vous donner un exemple. Au Kenya, à Malindi, il y a des hôtels italiens. Eh bien, il y a de la clientèle exclusivement italienne. Les avions qui viennent sont italiens. Le personnel est italien. L'argent repart en Italie et quasiment tout l'approvisionnement est italien. Donc, en fait, c'est une partie d'Italie qui se trouve au Kenya. Mais les Kenyans n'y touchent pas grand-chose. Peut-être les taxes, et encore. Mais si l'outil de production, l'hôtel, etc., n'est pas délocalisable, par définition, c'est quelque chose qui est bon, la clientèle est délocalisable. Et pour moi, c'est pareil, parce que finalement, on se rend compte que dans la mondialisation, c'est où
la production est délocalisable, ou les gens qui vont acheter, et comme nous, on a des clients qui viennent sur le spot, si ils sont délocalisables, eh bien, finalement, c'est l'équivalent d'une délocalisation. Alors, pourquoi peut-on parler de délocalisation de ces gens-là? Ou en tout cas, pour quelles raisons ces clients peuvent-ils être délocalisés? Alors d'abord, il y a souvent des problèmes géopolitiques. Hein. Regardez le printemps arabe. Le printemps arabe fait que des pays comme le Maroc, enfin le Maroc moins, mais la Tunisie, par exemple, l'Égypte, subissent actuellement une délocalisation de clientèle qui, bien entendu, va ailleurs. Ça peut être des problèmes sociaux. La ville de Marseille n'accueille quasiment plus de bateaux de croisière. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de grèves. Donc là, c'est des problèmes sociaux. Problème de législation. Un point intéressant. Vous savez qu'on a parlé encore récemment du problème de l'ouverture des magasins le dimanche. Comme on n'ouvre pas les grands magasins le dimanche à Paris, les tour opérateurs emmènent leurs clients asiatiques à Londres pour faire du shopping. Donc on a délocalisé les clients pendant une journée et ils vont consommer à Londres au lieu de consommer à Paris. Problème de sécurité. Aujourd'hui, les Chinois, et je peux vous dire les gens du Golfe, sont en train de mettre le pied sur le frein pour venir en France. Exemple, je parlais avec le premier secrétaire du Qatar et qui me disait que sur le mois d'août, simplement, 200 Qataris ont été dévalisés sur les Champs-Élysées. Bon, ça fait quand même un petit peu de... c'est pas très, très sympathique. Donc, ça a le même effet que la délocalisation. En fait, on transfère une partie de la recette du tourisme vers d'autres endroits que celui où il devrait être. Pour conclure donc, puisqu'on me demande de conclure, j'ai plus que 2 minutes, quel intérêt présente cette activité pour le futur? D'abord, premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, développement continu. On a effectivement, quand on regarde depuis 50 ans, toutes les prévisions se sont trouvées réalisées. Alors, de temps en temps, avec quelques atténuations sur un ou deux années, mais ça se reprend par la suite. Forte création d'emplois. Donc c'est aussi un point très important. Il y a, ce qui est très intéressant, revitalisation des territoires. Il y a des territoires qui ont perdu un certain nombre d'activités industrielles qui pourraient être parfaitement relancées par les activités du tourisme. Parce que le tourisme, par l'investissement, on peut faire beaucoup de choses. Alors, chose intéressante, l'écologie. On fait de la gestion écologique des territoires. Je prends un exemple très rapide. Le Kenya, pendant une période, il y a eu une chute très considérable du tourisme liée à des événements géopolitiques. Ils s'étaient un peu entretués entre eux. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans les parcs animaliers, il y a eu une reprise quasi immédiate de la recherche des tueries des éléphants pour l'ivoire. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait plus payer les gardes, parce qu'il n'y avait plus de touristes pour les payer. Donc finalement, on se rend compte que le tourisme est un élément qui génère la possibilité de faire de la maîtrise écologique. Contribution au GDP est très importante, je disais 9%, en France c'est 6,8%. Une transversalité. Effectivement, le tourisme ne génère pas uniquement l'activité dans les hôtels, etc. Je prends un exemple. En montagne, le tourisme de montagne en France et du ski a généré la création, ou plutôt le développement de l'industrie du ski, que ce soit aussi bien les planches, que ce soit Pomagal Ski, les remontées mécaniques. Donc en fait, tout un secteur, un cluster finalement, se crée autour de l'activité touristique. Et puis, c'est un vecteur d'image. C'est un vecteur d'image positive très importante. Pour des pays relativement peu connus ou pas bien connus, je reviens du Qatar, il y a un peu de Qatar bashing, eh bien, je leur explique que le tourisme va permettre de pouvoir faire évoluer l'image. Bon, donc en fait, on se rend compte que le tourisme s'est mondialisé, est un élément majeur de la mondialisation. Il ne faut pas avoir peur de cette mondialisation pour des raisons comme celle-là. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que les grands pays, et je ne parle pas que des petits pays, s'intéressent au tourisme. Il faut savoir que 2 pays majeurs de la mondialisation, les USA et la Chine, ont pris des dispositions récemment dans le domaine du tourisme. Il y a eu, en 2010, le président Obama a pris une disposition, un Travel Promotion Act, qui va quand même être doté de 300 millions de dollars par an, donc 80% pour des actions pour promouvoir le tourisme. Et il disait la chose suivante, davantage d'argent dépensé par davantage de touristes veut dire que davantage d'entreprises emploieront davantage d'employés. Donc c'est au fait, on voit bien qu'un pays comme les États-Unis veut développer son tourisme.
Mais la Chine, et Dieu sait si la Chine, un pays dont on dit, ils vont plutôt s'occuper de l'industrie, pas du tout. En octobre 2013, donc très récemment, il y a une disposition du comité central pour arriver à développer le tourisme dans les régions, y compris la promotion touristique. Donc on voit bien que ce phénomène est un phénomène mondial et que si ces deux plus grands pays, par leur taille et par peut-être pour l'un d'entre eux, pour son avenir, eh bien, ont également misé sur le tourisme. Donc ce n'est pas uniquement les petits pays n'ayant pas d'autres recettes ou d'autres ressources. Le tourisme est un des secteurs majeurs de la mondialisation et du futur. Merci. Alors merci Gaël. Donc tout de suite, comme le veut la tradition, on va passer la parole à la salle. Y a-t-il des questions ? Bonsoir. Allô, ouais. Donc, vous avez soulevé deux questions. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez parlé de l'activité, donc le tourisme se développe énormément dans d'autres pays, ce qui fait que les pays qui étaient initialement des pays touristiques a vu, en fait, je veux dire, proportionnellement baisser le... En pourcentage, oui. En pourcentage absolu, donc baisser. Donc, est-ce que ça est un avantage pour les pays, pour les pays qui étaient, je peux dire, qui étaient initialement des pays touristiques? Est-ce que c'est un avantage pour eux, puisqu'il va y avoir un plus grand nombre de personnes qui vont voyager économiquement? Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? D'abord, premièrement, si effectivement, et là, vous avez raison, l'évolution se fait actuellement plus dans les pays qui avaient, je dirais, un retard ou qui n'avaient pas beaucoup de touristes que dans les pays qui avaient, je pense à la France, une avancée où étaient traditionnellement déjà. Sachez quand même que sur le tourisme mondial, un peu plus d'1 milliard, comme je disais tout à l'heure, eh bien, environ 500 millions sont quand même dans les pays européens. Donc, je veux dire, on a quand même encore une part non négligeable. On voit dans les pays européens des pays qui sont pas a priori des pays touristiques majeurs. Je pense à l'Allemagne, par exemple, qui est aujourd'hui un des pays qui progresse le plus rapidement. La France étant un de ceux qui progressent le moins rapidement, pour ne pas dire ne progresse pas. Ce qui prouve bien que on ne peut pas classer tous ces pays de la même façon. Il y a des pays qui profitent parce qu'ils ont également pris en compte les phénomènes d'évolution de la demande. En fait, je crois que c'est un des vrais problèmes. C'est qu'aujourd'hui, il faut avoir une politique, dans le domaine du tourisme, une politique de la demande et pas une politique de l'offre. Très souvent, nous avons c'est le cas en France, hein, mais c'est pas que dans le domaine du tourisme. Dans tous les domaines, on est tellement nombriliste qu'on regarde, c'est la politique de l'offre. Donc, ok, mais encore faut-il qu'une offre rencontre une demande. Et en revanche, dans d'autres pays, on fait justement une politique de la demande. C'est-à-dire qu'on essaye de voir à partir du territoire que l'on a, à partir de ce que l'on a comme données positives, on va essayer de créer de la production en rapport avec des demandes identifiées pour arriver à générer un accroissement de cette demande vers ses propres produits. Donc aujourd'hui, je ne ferai pas de différence entre quelques pays que ce soit. Je pense qu'il y a ceux qui ont bien su comprendre et qui vont dans le bon sens. Puis il y en a d'autres qui pensent que les choses vont se faire toutes seules ou que ce qui était bien il y a 20 ans continuera à être bien dans 30 ans. Malheureusement, ceux-là, ils vont avoir plutôt quelques difficultés. Bonsoir. Donc moi, du coup, c'est pour continuer sur ce sujet, à savoir si... Est-ce que vous pensez que la France puisse s'en sortir sur le long terme, si elle garde la même politique et si elle peut juste se baser donc, du coup, sur son patrimoine culturel et rester sur ce qu'elle est en train de faire avec ses acquis, quoi. Ou est-ce que toutes ces personnes qui voyagent à l'heure actuelle en France
vont arrêter de venir parce que du coup elles auront déjà vu une fois, bref, enfin, que le marché va tomber en France. La France a des raisons extraordinaires d'avoir un développement extraordinaire dans le domaine du tourisme. D'abord, son positionnement géographique. On est au cœur de l'Europe, d'une part, qui est quand même l'un des grands marchés. Deuxièmement, on a 550 000 km², on est le jardin de l'Europe. Bon, c'est quand même extraordinaire. On a des atouts comme l'aéroport de Roissy, qui est la plateforme aéroportuaire du futur de l'Europe, parce que c'est celle qui peut encore se développer. Ce n'est pas le cas de Londres, ce n'est pas le cas de Genève, ce n'est pas le cas de Francfort. Donc on a des atouts considérables. Mais l'un des problèmes que l'on a, c'est que l'on ne regarde pas quelles sont l'évolution de la demande des clients et que l'on se contente de faire des choses à la française. Par exemple, on est en train de tuer l'hôtellerie. Alors, sauf l'hôtellerie, je dirais, de business et d'affaires. Les voyageurs de commerce iront toujours dans des ibis. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est bon. En revanche, quand vous regardez sur les littoraux, si vous regardez en montagne, eh bien, on voit, alors à quelques exceptions près, bien entendu, mais la disparition progressive de l'hôtellerie. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, alors je ne parle pas de raisons liées à la qualité d'un certain nombre de produits, ça peut jouer, mais c'est aussi parce que l'hôtellerie, c'est un secteur qui, en même temps, est un secteur d'investissement et un secteur de main-d'œuvre. Bon, la main-d'œuvre, c'est le service, et le service, c'est quand même très important dans le domaine de l'hôtellerie. Est-ce qu'on a regardé ce que c'était que les lois, alors même si on les a quelque peu modifiées pour l'hôtellerie, sur les 35 heures, si les charges sociales n'étaient pas trop élevées, enfin, on se rend très bien compte qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un hôtel dans les Alpes, par exemple, dans une belle station, il a tout à fait intérêt à faire des appartements, à les vendre et partir quelque part avec l'argent qu'il a réalisé. Il n'a plus intérêt à être un exploitant hôtelier. Alors on a créé, j'étais d'ailleurs parmi ceux qui ont été à l'initiative de tout ça, les résidences hôtelières. Ben, les résidences hôtelières, c'est sympathique, mais c'est pas ça le produit. C'est un produit minoritaire. Le produit majoritaire, c'est quand même l'hôtellerie, pour une grande partie de la clientèle, qui plus est, pour des clientèles qui sont venues de pays où l'hôtellerie est quelque chose de fondamental pour eux. Entre autres parce qu'effectivement, chez eux, le coût de la main-d'œuvre n'existe pas beaucoup, enfin, elle n'est pas très élevée, et la notion de service est peut-être plus importante. Donc nous, on est là, alors je ne parle pas des 5 étoiles parisiens, mais dans beaucoup de cas, on n'arrive pas à avoir le produit en rapport avec cette demande. Donc, une fois de plus, essayons de regarder ce que souhaitent les gens qui peuvent venir chez nous, en plus de ceux qui viennent, et là, on aura peut-être le moyen de pouvoir se développer, continuer, et la France a toute raison de pouvoir le faire. Mais enfin, quand nos secrétaires d'État ou ministres du Tourisme sont en général juste avant le droit des femmes et les anciens combattants, ça prouve bien qu'on ne s'intéresse pas beaucoup au tourisme. Ou qu'on s'intéresse trop aux femmes, je sais pas. Non, mais le droit des femmes a toujours été en antépénultième, grosso modo, peut-être sauf cette année, mais bon. En tout cas, les anciens combattants, ils ont toujours été juste derrière nous. Dans un peu de temps, d'ailleurs, on sera les derniers parce qu'il n'y aura plus d'anciens combattants. Peut-être une dernière question, si vous en avez. Je vais me poser une question, là. Non, mais, donc vous avez, pour la plupart, j'imagine, vous souhaitez épouser cette activité, le tourisme. Alors, je me permettrai de vous dire que vous avez devant vous un parcours royal pour peu que vous sachiez profiter de la mondialisation. Sujet du jour. Et pour profiter de la mondialisation, il faut d'abord que vous voyagiez. Et vraiment, je souhaiterais que parmi tous ce soir, 99% partent passer quelques années à l'étranger pour aller prêcher la bonne parole que vous avez apprise et pour vous initier à tout ce qui peut se passer ailleurs. Revenez ensuite, pour ceux qui souhaiteront revenir. Ceux qui veulent rester, ben, ils resteront. Mais je vous assure que là, vous aurez des expériences qui seront majeures et qui vous permettront de mieux comprendre ce que vous pourrez apporter ensuite, si ceux qui reviendront, au tourisme dans votre pays d'origine. Et je peux vous assurer que ça sera très très formateur, au-delà de la formation que vous avez eue et qui était certainement, et même je le sais, excellente. Mais l'expérience sur le terrain et à l'étranger
est, à mon avis, essentiel. Oui, mais stage, c'est une chose, mais après, peut-être que le stage vous donnera le goût de repartir après vos stages et après votre fin d'études brillamment acquise dans le cadre d'un diplôme, et que vous repartirez ensuite. Et je vous assure qu'en plus, quand je voyage constamment et partout, je vois des Hollandais, des Anglais, des Allemands, des Canadiens, des Espagnols, très peu de Français, très très peu de Français qui partent pour travailler et en plus, je vous assure que c'est très rémunérateur. Hein, donc c'est pas uniquement, c'est pas aller faire un travail de coopérant. Hein. Je vous donne un exemple qui est très personnel, mais j'ai un fils qui a 35 ans, mon dernier garçon, qui a fait Lausanne en Suisse, qui est dans l'hôtellerie. Eh bien, à 35 ans, il est directeur général d'un 450 chambres à Shanghai. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes qui ont 55 ans, avec des très grands diplômes, qui voudraient gagner autant qu'ils gagnent. Plus le fait que c'est absolument passionnant. Et là, il vient d'être nommé vice-président pour toutes les opérations du groupe hôtelier à 35 ans. Imaginez, en France, à 35 ans, si on peut donner des responsabilités de cette nature. J'en doute. Donc, partez à l'étranger, vous verrez, il y a plein de possibilités. Et ça sera bon pour notre pays, en plus, parce que ça vous permettra d'acquérir des expériences et de pouvoir ensuite les valoriser dans notre propre pays.